CQFD, c'est sur Coisy, c'est maintenant et c'est avec le président Douchina. Président Douchina, bonjour. Bonjour madame, Merci d'avoir accepté notre invitation ça a toujours été un plaisir, vous le savez. qui est partagée. Nous allons parler de départementalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans les jardins du conseil départemental. Mayotte est département depuis 10 ans. Vous êtes un observateur avisé de la vie politique mahoraise. Vous avez participé, même en étant tout jeune, dès le lycée, au combat de Mayotte française, puis de Mayotte département. Vous ressentez quoi aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans finalement que Mayotte est un département et que voilà, on a accompli beaucoup de chemin? Vous savez, tout est discutable. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis très content d'avoir accompli en tant que Mahorais une mission et d'avoir abouti. Je ne suis pas le seul, mais j'ai pris le relais à un moment donné pour la lutte pour la départementalisation dans laquelle je m'étais engagé depuis très tôt. Je vous dirais même depuis l'école primaire. J'étais chez une dame qui était présidente du MPM à l'époque à Chirongui et des fois il nous arrivait d'aller apporter à manger à des dames qui stoppaient un engin qui devait aller à Anjouan. Donc c'était la barge devait venir chercher cet engin-là à Amuro et de Chirongui, on nous confiait du vivre à apporter aux dames qui étaient là-bas. Donc pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Alors vous avez jusqu'à présent, votre carrière politique a été bien remplie. Vous êtes devenu... votre premier mandat, c'était 1983, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, en tant que conseiller municipal dans ma commune de Kanikeli. Donc, j'ai été conseiller municipal de 1983 à 1989. Et puis là, j'ai cessé pour privilégier ma carrière professionnelle. Donc, j'ai cessé, puis j'ai repris un peu plus tard. En 2004 en 2004, pour me représenter, mais cette fois-ci au conseil départemental. Donc, vous savez, vous connaissez la suite. 2004 jusqu'à aujourd'hui. Des mandats successifs aux différentes élections. Vous avez eu aussi, et c'est cette expérience-là qui est particulièrement intéressante, vous avez été président du conseil départemental entre 2008 et 2011. Donc le jour où Marie-Luce Panchard est venue à Mayotte pour dire, ben voilà, ça y est, c'est le jour J, vous étiez encore aux responsabilités, vous passiez le témoin au président Zaidani. Ce jour-là, alors que votre combat politique avait commencé tout petit, vous avez ressenti quoi? Mais c'était en tout cas un très très grand plaisir, un soulagement, parce que comme je vous ai dit, ça a commencé trop tôt. Je savais pourquoi j'allais à Amuro pour apporter du vivre à ces militantes là-bas. Et puis pendant ma scolarité de lycée, j'étais déjà dans le combat. Le premier référendum, j'étais au lycée en 1974, j'étais au lycée à Moroni. En décembre, on est venu en vacances. J'ai été voté pour vous dire que c'est un engagement qui est très long. Donc ce jour-là, pour venir, j'étais très heureux. D'abord pour savoir que mes parents, mes grands-parents n'ont pas lutté pour rien. Ils ont beaucoup utilisé, dépensé d'énergie avec beaucoup d'espoir d'aboutir à un statut qui les séparerait de l'ensemble comorien. Et pour être libre, comme ils ont dit, c'était le slogan, nous voulons être français pour être libres. Et cette liberté, je l'ai ressentie ce jour-là, parce que l'oppression, c'est un mot très, très fort, mais qui avait été ressenti ici du gouvernement comorien sur Mayotte, elle était forte. On le ressentait parce que même nos terres avaient été plus ou moins confisquées. On avait un directeur des services de domaine qui distribuait des terres à Mayotte à des personnes qui n'avaient même pas besoin de venir ici. Il envoyait des agents faire des plans croquis et puis il faisait toute la démarche pour donner les titres à des personnes qui ne venaient même pas ça, ici sur place. Donc c'est quelque chose que nous ressentions. Ce jour-là, c'était une grande liberté. Enfin, on est libre
donc d'avoir un statut, de pouvoir parler vraiment pour la population et de pouvoir nous pencher enfin sur le développement, parce que ce développement-là, on avait l'impression qu'il était soumis au statut. À chaque fois, les gouvernements successifs nous donnaient des statuts de collectivité territoriale, de collectivité départementale, mais qui n'étaient pas déterminants pour le développement. Ça traduisait une certaine hésitation, c'est-à-dire qu'on sentait que tant qu'on n'est pas département d'outre-mer, tout pouvait se faire, on ne voulait pas trop s'engager sur le plan financier, on ne voulait pas trop investir, et puis il n'y avait pas de projet d'envergure sur Mayotte. Pour nous, c'était enfin ça. Je n'étais pas dupe, comme il y a beaucoup d'autres personnes, je savais que ce n'était pas la fin en soi, c'était un début de quelque chose, puisque après, la lutte allait être consacrée à l'égalité républicaine. Donc les revendications, on les attendait. Mais on se disait que c'était des revendications qui allaient être légitimes, et puisqu'on a démontré notre amour pour la France, donc on attendait. Et par la lutte, parce qu'on le voit aussi en France, rien ne s'obtient comme ça. C'est toujours par des luttes, des fois très très longues. On a connu 68, c'était pour aboutir à quelque chose. Et puis les gouvernements successifs ont connu de longs mouvements de grève qui ont abouti à comment dire, quelque chose que la population attendait. Ce n'était jamais tout, mais des points essentiels. C'est comme ça que nous avons compris qu'en France, on fonctionne. Et à Mayotte, on se préparait justement pour enclencher ces luttes successives pour obtenir certaines choses. Alors justement, 2008-2011, votre mandat de président, vous avez travaillé une grosse partie du temps à créer ce département d'un point de vue institutionnel, en lien avec, je suppose, la préfecture, le ministère à Paris. Comment ça s'est passé toute cette période? Vous savez, c'était un moment très très intense de travail, de réflexion. J'avais même créé au sein du conseil départemental ce qu'on appelait un groupe de réflexion pour la départementalisation. Ce groupe-là était ouvert à tous les partis politiques. Donc je me disais que ce n'était pas une affaire d'un parti politique. À l'époque, j'étais à l'UMP. Mais je me suis dit, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Le MPM, le MDM, les partis socialistes, tous les partis qui existaient étaient invités à participer, à réfléchir sur le type de statut qu'on devait avoir. Tous les élus nationaux et territoriaux étaient invités à venir se concerter et puis donner les avis. Notamment, par exemple, ici, on avait le feu député Abdoulatif Wali qui voulait, vous avez certainement entendu parler de cette expression, département Mouhakaka, c'est-à-dire que lui, il voulait un département pur et dur, sans concession, une copie plaquée des autres départements. Nous autres, on était toujours avec cette adaptation aux réalités maoraises, et puis c'était le débat. Et puis moi-même, je me suis beaucoup déplacé, d'abord avant les élections, pour aller voir nos voisins. À La Réunion notamment. À La Réunion, voir M. Vergès, à Maurice, voir le Premier ministre mauricien, à Madagascar, aux Seychelles, pour demander la neutralité de ces personnes-là par rapport à la consultation. Il ne fallait pas qu'au moment où la consultation allait se faire, qu'on entende un concert de contestation au niveau de l'Union africaine ou des Nations unies pour s'opposer. Donc, c'est un travail qui avait été fait. J'étais voir les autres départements. Et je vous dis que là-bas, j'ai pu, notamment en Guadeloupe, où Lurel était président du conseil régional, j'ai compris que là-bas, il n'était pas tout à fait content du statut qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient une région et un département. Mais c'était toujours un petit combat entre le président de la région et du département. Et tous, ils m'ont dit que ce n'était pas vraiment le statut idéal. L'idéal, ce serait une seule entité. L'assemblée unique. Voilà, une assemblée unique. Et j'ai été à La Réunion, on m'a dit la même chose. Mais à La Réunion, ils m'ont dit, ça, c'est pas imaginable que nous l'acceptions ici. Enfin, la population l'accepte. Mais on sait très bien que ce n'est pas tout à fait facile à gérer. Alors, pourquoi est-ce que c'était difficile pour les Mahorais de se dire, on sera un département et une région? Ce n'était pas tel... en fait, dans la tête, dans l'esprit collectif de Mayotte,
c'était le mot qu'on entendait. On n'entendait pas parler de région. C'était une affaire des intellectuels qui apprenaient, qui ont appris à l'école et puis qui sont allés à la Réunion pour apprendre qu'il y avait aussi un département et une entité qui s'appelait région. Donc pendant tout ce temps-là de combat, c'était une revendication pour le département. Donc dans la tête des gens, parler d'un autre statut, c'était pas ça. On en avait peur. Mais bon, c'était des réflexions qui ont été menées aussi par des gens éclairés, si je puis dire, ici au sein du conseil départemental. Et là, on a compris que ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Il fallait une entité unique sur le territoire. Et pour vous parler des réflexions, nous avons été au niveau du gouvernement demander à ce qu'on soit assisté, accompagné. Et il y a un monsieur département qui avait été délégué par le gouvernement, c'était monsieur Poncet, qui venait... Christian Poncet, oui, qui avait été directeur de cabinet de Jean Tibéry à la mairie de Paris. Donc qui venait ici s'enquérir de l'état d'avancement de nos réflexions, qui les a apportés là-bas pour voir, juste après le référendum, comment écrire ce statut-là, puisqu'on était acquis à la cause d'une entité unique, mais comment l'écrire? On allait devenir la première, puisque ailleurs on trouvait que c'était bien, mais le pas n'avait pas été franchi. Donc c'était vraiment des va-et-vient permanents entre Mayotte et Paris. Et Paris, à l'époque aussi, il y avait cette crainte de voir au dernier moment les Comores s'élever pour aller demander de l'aide à tout le voisinage et puis ailleurs pour bloquer la consultation. Donc il y avait toute cette réflexion, d'où la naissance de ce qu'on appelait le GTHN, le groupe de haut niveau, qui avait été mis en place en accord avec nous à Mayotte. J'ai participé et deux d'entre nous, des conseillers départementaux, ont participé pour rencontrer les Comoriens, pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait accéder discrètement, mais d'une manière tout à fait officielle, au statut qu'on voulait. Et alors, le président Sarkozy, donc le temps passe, les travaux et les réflexions que vous venez de décrire se mettent en place. Le président Sarkozy arrête et prend une décision. Mayotte sera la première collectivité unique, département-région de France. Pour autant, la réforme institutionnelle, elle est à mener, en fait. Pourquoi, alors qu'on est 10 ans après, finalement, cette date, pourquoi est-ce que cette réforme institutionnelle, président Douchina, elle n'a toujours pas été menée à son terme? Je pense, parmi tant d'autres raisons, il y a des raisons diplomatiques qui existent certainement, mais d'abord au niveau de la France. Au niveau même de la France, tout le monde n'était pas d'accord. On était d'accord pour rester à Mayotte, mais accéder à la demande de départementalisation, ce n'était pas sûr. Ce n'est pas un secret pour quiconque. Même au sein du parti du président Sarkozy, tout le monde n'était pas d'accord. Donc il fallait accepter, il y a certains qui l'ont accepté du bout des lèvres. Moi j'ai été faire le tour de tous les présidents des groupes parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour les voir, sauf, je l'avoue, le groupe communiste et le Front National. Pourquoi? C'était parce que l'antipathie me semblait tellement forte à l'époque, pas tellement par rapport au Front National, mais c'était le Parti communiste qui était tellement contre. Je n'ai pas senti le besoin d'aller les rencontrer parce que je pensais que ça allait être un dialogue de sourds. Mais sinon, tous les autres, je les avais vus. Au sein même du parti auquel j'appartenais, je suis allé voir le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui était Jean-François Copé à l'époque, qui ne m'a pas caché. Il m'a reçu, il m'a dit, vous savez, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, le président Sarkozy l'a dit, et on est des gens fidèles à notre chef de groupe, donc on le suit. Mais ce n'est pas vraiment tout à fait acquis dans l'esprit de tout le monde. Et je pense que c'est une des raisons. Tout le monde n'était pas prêt, tout le monde ne s'y attendait pas, je ne sais pas, alors que c'était enclenché.
mais des personnes n'étaient pas prêtes. Et vous pensez que dans les 6 ans qui arrivent, là, puisqu'un nouvel exécutif va se mettre en place prochainement, vous pensez que cette réforme institutionnelle, il faut aller à son terme ou que finalement on s'en fiche, ce n'est pas la question pour Mayotte? Je crois que c'est nécessaire qu'elle aille à son terme parce qu'on ne peut pas rester... là, par exemple, on est à la fois... On a les compétences. On n'est pas département, région, dans les faits. On a les compétences, mais on n'a pas les moyens. Oui. Donc, ce n'est pas inutile de demander à ce qu'on aille jusqu'au bout de la logique de régionalisation, qu'on soit région, pour pouvoir obtenir aussi les fonds qui vont avec et qui nous permettront de faire les gros investissements, puisque le conseil régional, c'est celui qui investit le plus. Bien sûr. Le conseil départemental, c'est beaucoup plus le social. Donc, on est obligé d'y aller. Et puis, il y a aussi une logique toute simple. On est français, il ne faut pas qu'il y ait des catégories. C'est ça qu'on ne veut pas. Bien Donc, sûr. d'où cette lutte ici aussi, pour que, par exemple, pour les élections qui viennent là, il y en a beaucoup qui voudraient que ça soit sur liste, que ça ne soit plus comme ça. Et puis, puisqu'on est une région. Bien sûr. Donc, et puis, en termes de nombre d'élus, on se compare aussi souvent à la Guyane, qui a à peu près le même nombre de population, qui a la même population que Mayotte, qui compte 51 élus au conseil, à l'Assemblée unique. Donc, nous aussi, on se dit, pourquoi est-ce qu'on ferait... On n'en a que 26. On n'en a que 26. Donc, pour moi, c'est logique. Il y en a qui disent, oui, mais c'est quoi? Non, on est des Français, il y a des lois, il y a des références. On veut être comme eux, de même que les prestations sociales. Et puis, pour les fonctionnaires, d'une manière générale, on a besoin que l'égalité se sente dans la vie de tous les jours, qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, c'est nécessaire. Président Douchina, vous êtes optimiste pour les 10 prochaines années du département de Mayotte? Parce que cette départementalisation, elle se construit encore. Je suis de nature optimiste depuis longtemps, mais encore quand je me réfère au passé, qui a été long, qui a été sinueux, qui a été vraiment incertain. Il y a des moments où on avait des responsables nationaux qui venaient ici, qui jetaient le froid dans la foule en nous faisant comprendre que votre rêve, c'est de l'illusion. On ne peut pas accéder à votre demande. C'est arrivé plusieurs fois. Il y en a qui venaient depuis les années 72, j'étais au collège. Pierre Mesmer qui venait ici, il a dit, écoutez, vous êtes français depuis 150 ans, vous le resterez autant de temps que vous le voudrez. Ça, c'est quelque chose de rassurant. Mais autant Pierre Mesmer nous avait donné une garantie que c'était quelque chose de faisable, de défendable, puisqu'on l'a été bien avant les autres et qu'on pouvait continuer à l'être. Mais d'autres, à l'inverse, venaient, nous faisaient comprendre qu'on ferait mieux d'adopter d'autres statuts. Donc, quand je compare tout ce temps qui est passé avec des moments de fort espoir et puis aussi de déception et puis d'incertitude, on ne croyait plus à un moment donné et puis finalement c'est reparti, j'ai beaucoup de raisons d'être optimiste. Je crois que maintenant les dés sont jetés pour que l'on accède vraiment à toutes, pas toutes les demandes, mais en tout cas pour que ça puisse se développer. On n'était pas éligible au fonds européen, c'était comme on était un petit territoire et maintenant on est européen. Donc on a aussi de plus en plus d'ouverture sur l'espace politique et pour revendiquer les droits. Et la jeunesse revendique beaucoup l'égalité, elle se dit française et européenne. Et ce n'est pas un vain mot pour eux. Pour être européenne, il faut qu'ils aient les avantages et puis les infrastructures qui vont. Et puis, vous savez, quand on a un certain âge, on a toujours tendance à comparer, à voir d'où on vient, pour voir là où on est, pour se dire non, j'ai des raisons d'être optimiste. Mayotte, il y a 20 ans, il y a 50 ans, c'était pas ça. Les 25 dernières années, on a connu un boom. Vraiment, c'est de développement. Ce n'est pas encore suffisant au goût de la jeunesse qui n'a pas vu Mayotte d'il y a 35, 40 ans.
Moi maintenant, je vous dis par exemple, c'est bête comme exemple, quand vous alliez dans les villages ici, c'était que des petites paillotes. Maintenant, vous avez des villes à l'intérieur des villes. Des immeubles. Vous allez au Vallon, mais c'est une ville qui a tendance à se multiplier, à se généraliser partout. Vous avez des villes qui se construisent, des immeubles qui se construisent partout. Et puis, donc le développement est là. Que d'autres soient impatients, je les comprends. Et je veux bien aussi les accompagner parce qu'on a trop longtemps été oubliés. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis optimiste. Je pense qu'il n'y a plus de raison de ne pas croire. Ça sera toujours une lutte. Des fois, il faudra rappeler, même ce qui est évident, il faut le réclamer. Je vois par rapport à la consultation qui se fait maintenant à l'égard du futur, de la future loi Mayotte. Oui. Mais il y a eu beaucoup de consultations. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus y aller parce que c'est toujours de la répétition pour eux. Ils pensent que ça ne servira à rien. Moi-même, je ne vous cache pas. Je ne suis pas allé parce que avoir été consulté, avoir donné mon avis par rapport à ça, je l'ai déjà fait tellement de fois. Mais des fois aussi, je me dis, j'ai peut-être tort. Je me dis, je comprends. Non, j'ai peut-être tort. C'est sûr, c'était un autre gouvernement, mais cette fois-ci, peut-être que ça va aboutir. Mais je crois que les prochains gouvernements, que ce soit le même président ou pas, ne vont pas s'amuser à mobiliser la population toujours pour rien. Donc, sur 15 choses réclamées, peut-être qu'on en obtiendra quelques-unes, et puis le reste sera le tout autour des autres qui vont venir. Qui prendront le relais et puis qui feront aboutir. En tout cas, Président Douchina, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour cette note d'espoir et de nous avoir aussi rappelé d'où on vient. Quelquefois, on oublie. On râle beaucoup, mais on oublie de savoir quel a été le chemin pour en arriver jusque-là. Merci. Quand on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on va. C'est ça. Donc c'est nécessaire de se le rappeler tout le temps. Exactement. Merci en tout cas. C'est moi. Et à très bientôt. Très bientôt. Merci. À très bientôt sur le plateau de CQFD. Bonne journée.